laisse le micro à mon compère Hervé Brusini. Alors, bonjour. Ravi de vous voir et puis surtout ravi de voir que tous les amis sont là. Je vais leur demander de venir tout de suite. Paul, Élise, Jacques, voilà, c'est toute la bande. Allez, venez. Donc, il s'agit de parler de l'investigation, de la place de cette investigation. Et vous avez vu que pour certains de nos amis, l'investigation, c'est le journalisme et l'investigation, si c'est le journalisme, c'est la démocratie. Waouh, pas mal. Donc, voilà, je trouve épatant que vous soyez là. Épatant parce que c'est une belle nouvelle pour le journalisme, c'est une belle nouvelle pour cette maison, c'est une belle nouvelle pour la démocratie, pour l'indépendance. Alors on va continuer à parler de ça, parce qu'il y a des chemins divers. Parfois on vient de loin, je parle un peu de la télé, ou à l'époque où toi tu as révélé une affaire dite Greenpeace, nous n'avions pas la possibilité de nous rendre en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'était parfois un peu embêtant. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. Vous êtes nombreux. On aurait pu l'être encore plus. Je pense par exemple à la joyeuse bande de l'œil du 20h qui, tous les soirs, fait un exercice d'investigation dans le 20h. Ça veut dire beaucoup de choses sur l'investissement de la maison et sur l'investissement de ce journalisme, sur la force qu'il prend. Comme on est beaucoup, je vais dire bien sûr ce qu'on dit toujours à la télé, il va falloir répondre brièvement et on ne va pas être en vrai débat, mais en fait un jeu de questions que je soumettrai à chaque fois. Et alors pour commencer, comme il se doit aussi à la télé, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire ce que vous faites en ce moment, à quel titre, voilà, juste, et dans quel média, à quel média vous appartenez. Edoui, tu ouvres le feu naturellement. Bonjour à toutes et tous, je suis Edoui Plenel, je suis journaliste depuis bientôt 43 ans et je suis le cofondateur, le directeur de Mediapart, un journal en ligne indépendant, participatif, dont l'ADN est l'investigation, qui a été créé il y aura en mars prochain 11 ans. Ça passe. Ça, c'est typique de lui. Alors, lui, c'est l'inconnu, c'est le hacker, c'est le personnage de l'ombre. Je te remercie beaucoup d'être venu. Présente-toi autant que tu puisses le faire. Donc, j'ai un média qui a plus de 200 000 abonnés. On traite des sujets géopolitiques, finance, terrorisme et hacking. Et de temps en temps, on aide les journalistes en leur envoyant des informations qu'ils ne peuvent pas avoir. Comment s'appelle ton média ? Ça s'appelle Thinkerview. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien. Et voilà, et à vous la parole. Bon. Élise Lucet, carte de presse 55-246, puisque Edoui dit qu'il est journaliste depuis 43 ans. Je m'occupe de Cache Investigation et d'Envoyé spécial, 2 émissions de France 2 qui font à la fois de l'enquête et de l'investigation. Et au départ, j'ai appris l'investigation grâce à ce monsieur qui est à droite, en costume bleu, qui s'appelle Hervé Brusini, avec qui on avait monté Pièce à conviction. Donc je le remercie de m'avoir fait découvrir ce champ immense de travail. C'est trop gentil. Pierre Oméra, donc je ne donnerai pas mon numéro de carte de presse car je n'en ai pas. Je suis donc chef de la technologie au Consortium international des journalistes d'investigation, qui est une ONG basée à Washington et qui a un petit bureau ici à Paris, et qui organise des enquêtes dont vous avez peut-être entendu parler, comme les Panama Papers ou les Paradise Papers. Et donc derrière ce nom un petit peu obscur, il y a un énorme réseau de journalistes d'investigation qu'on essaie de coordonner et d'accompagner dans des enquêtes. Tristan. Moi, je m'appelle Tristan Walex, je ne connais pas mon numéro de carte de presse, je suis désolé. Je suis journaliste depuis 12 ans, j'ai travaillé 5 ans au journal télévisé de TF1 au 20h. Et depuis 6 ans maintenant, je travaille à la rédaction des magazines de France 2. Je travaille avec Élise à Envoyé spécial. J'ai travaillé avant, pendant 4 ans, à Complément d'enquête.
Alors Jacques Monin, je suis directeur de l'investigation à Radio France. La direction de l'investigation, c'est une jeune direction puisqu'elle a été créée il y a 4 ans seulement. Et elle gère entre autres ce qu'on commence à connaître maintenant qui s'appelle la cellule investigation de Radio France. Donc c'est quelque chose de nouveau. Moi, c'est 53 061. Je suis désolé, mais voilà. C'est bien. Voilà, sinon j'ai travaillé en région à Radio France. J'ai fait toute ma carrière à Radio France. J'ai été un temps correspondant du Monde. Edoui s'en rappelle peut-être. Tout à fait. Pendant 11 ans. D'ailleurs, à l'époque où tu t'occupais du service société, on a fait quelque chose... petite chose en commun. Un petit quelque chose, d'accord. Ouais, c'est arrivé. Et sinon, j'ai été correspondant à Londres, j'ai été directeur adjoint de la rédaction de France Inter. Et puis ensuite, avec Mathieu Aron, on a créé cette cellule et cette direction qui monte en puissance ou est montée en puissance ces 2 dernières années. Alors précisément, ce qui est intéressant, c'est de savoir, dans un premier temps, pour cranter un petit peu nos échanges, qu'est-ce que l'investigation? Est-ce que c'est un journalisme spécifique? Est-ce que ça demande des structures spécifiques? Ou est-ce que tous les journalistes sont enquêteurs et que finalement c'est une activité un peu plus poussée que les journalistes habituels? Edoui? Je suis content que tu commences par cette question parce que ma réponse est simple. Je pense que l'investigation a évidemment des pratiques particulières selon les domaines auxquels elle s'affronte, mais elle est le cœur de notre métier. Et je voudrais juste alerter sur la haine du journalisme qui passe par la haine de ce journalisme-là parce qu'il est au cœur du défi essentiel du journalisme. Elle s'exprime à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Elle cible ce journalisme qui dérange par ses informations. On dit investigation, ça veut dire des vérités de fait, des faits recoupés, des faits documentés. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Quand nous sommes poursuivis en justice, le premier argument que nous défendons, c'est la légitimité du but poursuivi. Le fait que ce que nous publions est d'intérêt public. Après, nous expliquons le sérieux de l'enquête, le respect du contradictoire, la modération dans l'expression, l'absence d'animosité personnelle, autant de conditions de ce qu'on appelle la bonne foi. Mais le premier point, la légitimité du but poursuivi. Il faut que vous disiez, vous le public, à tous ceux qui se permettent de dire des mots si violents sur cette pratique du métier, dès que des révélations, des informations les dérangent. Il faut leur dire que cette haine du journalisme, dont nous sommes particulièrement la cible, est une haine de la démocratie. En 1789, quand il y a eu la première déclaration des droits de l'homme, le premier président du tiers-État, ce qui venait du peuple, qui fut le premier maire de Paris et qui est trop oublié, Jean-Sylvain Bailly, a dit cette phrase suivante, qui est d'une modernité redoutable. La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public, qui que ça dérange, quelque intérêt privé, particulier, partisan, étatique, affairiste, économique que ça dérange. Merci, lui. On va sauter parce qu'on va revenir à toi. Tu vas nous dire ce que, du point de vue digital, comment on aperçoit ce travail et quelle est la demande qui s'exerce à travers ta plateforme, par exemple. Moi, je réponds un peu à Edoui. Peut-être qu'il y a effectivement des insultes, des choses qui sont difficiles, mais je retiens, moi, peut-être parce qu'on est dans un média de très grand public qui est France Télévisions, une demande extrêmement forte du public. Et c'était pas gagné au début quand on a commencé à parler d'investigation en télévision. Hervé en sait quelque chose. Tout le monde nous disait ça marchera jamais. C'est un journalisme d'élite. Ça ne parle qu'aux élites. À n'importe quoi. Ça parle à tout le monde, mais à absolument tout le monde. Et il y a un appétit. Et même parfois vraiment une demande forte de ce journalisme d'investigation dans des médias grand public, y compris télévisuels ou radiophoniques. Et donc, moi, si effectivement il y a de temps en temps des critiques extrêmement virulentes ou des insultes, il y a aussi beaucoup d'encouragement. Il y a énormément d'encouragement. Il y a un besoin de transparence qui se ressent énormément dans la société d'aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, nous y répondons. Évidemment, on n'est pas les seuls, et heureusement d'ailleurs. La démocratie a besoin de beaucoup de piliers, donc restons modestes et soyons modestes. Et pour répondre profondément à ta question, Hervé, en quoi le journalisme d'investigation est-il différent par rapport à... Moi, j'ai fait beaucoup de JT dans ma vie. Le journalisme d'investigation demande du temps.
qui n'est absolument pas quelque chose dans un média télévisuel qui est habituel. Donc plus on fonctionne sur des systèmes anglo-saxons où on a des 6 mois, 1 an d'enquête, plus on ramasse, comme on dit, hein, et ramasser, ça ne veut pas dire ramasser à l'appel, ça veut dire aller chercher des informations, des informateurs, des sources, des lanceurs d'alerte, évidemment des vérifications, des documents complètement exclusifs qu'on arrive à avoir. Mais la vraie différence, c'est ça. On n'est pas dans l'immédiateté. Et pour avoir de vraies révélations, il faut du temps, il faut de la rigueur, évidemment. Enfin, tout ça, je ne vais pas vous le dire parce que vous le savez très très bien. Mais la différence, elle est principalement là, pour moi. Et dans le travail d'équipe, ce qui est très, très nouveau, parce que on y reviendra, j'imagine. Oui. Le journalisme d'investigation était quelque chose de très solitaire à un moment, ça ne l'est plus, et on va en parler avec l'ICIJ. Yes. Alors, on va aller vers Jacques. Oui, même chose, il faut du temps. Il marche ce truc, ouais. Oui, ça marche. Il faut du temps, effectivement. Télé, il y a aussi le fait qu'on s'attaque souvent aux puissants ou au pouvoir. Et qu'on joue vraiment un rôle de contre-pouvoir dans le traitement, j'allais dire, de l'actualité. Il n'y a pas que des sujets de contre-pouvoir. Nous, on est vraiment là-dedans en permanence. Donc, effectivement, on s'expose un peu plus. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé, nous, une structure dédiée, parce qu'on ne pouvait pas faire ce travail-là sans prendre, effectivement, le temps et sans se donner les moyens d'aller voir ce qu'il y avait derrière ce qu'on refuse de nous dire. Parce que c'est un peu ça aussi, l'investigation, c'est aller chercher ce qui est caché. Après, moi, je suis d'accord, on va peut-être pas débattre, mais quand même, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une véritable demande de ce type de journalisme parce qu'il faut réconcilier aussi le public, le citoyen avec ce qu'est l'information. Et parfois, on a beaucoup été assimilé, on l'est toujours, au pouvoir, justement. Mais je sens quand même monter quelque chose, moi, qui m'inquiète grandement. Et c'est pour ça que l'investigation, pour moi, est aussi un antidote à cette défiance et ce manque de confiance vis-à-vis du journalisme. C'est que les réseaux sociaux sont quand même quelque chose de relativement récent, de relativement nouveau, et qui change la donne quand même. Et on sent monter sur les réseaux sociaux toute une forme de dénigrement du travail journalistique et où finalement une information a parfois le même sens que n'importe quel blogueur, n'importe quelle fake news. Et là, il y a quelque chose qu'il faudrait réajuster. Et on est aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume parce que d'un côté, on est mis en cause sur les réseaux sociaux qui de temps en temps nous salissent. Je veux dire, nous, on en fait l'expérience en ce moment. Mais on est aussi au-dessus la cible d'un certain nombre de politiques, ce qui était moins le cas avant, qui ne ciblaient pas la presse en tant que telle et qui aujourd'hui nous ciblent nommément. Alors ça se traduit par un appel à la haine, ça se traduit de manière plus policée par l'appel à la responsabilité des journalistes pour ne pas déstabiliser les institutions. Mais entre ces deux musiques, on est entre le marteau et l'enclume. Et au moment où on a assisté au dégagisme politique et où on vient d'assister au dégagisme syndical, parce que les gilets jaunes, c'est un peu ça, je sens qu'on est en train de voir monter aussi un dégagisme journalistique. Et je pense qu'il faut y faire très attention. On va y revenir après avec le côté plus numérique des choses, si j'ose dire. Je vais demander à Tristan, toi, en quelques mots, tu viens d'un journal, tu as parlé de celui de TF1, Quel chemin ? Et te voilà maintenant... On peut faire de l'enquête aussi. On avait une cellule enquête. Absolument. Te voilà maintenant dans les magazines. Est-ce que ça a changé de nature l'exercice qui était le tien ? Oui, enfin, c'est ce que disait Élise, c'est-à-dire que le fait d'avoir du temps, c'est sûr que le fait d'avoir du temps, ça change tout. Après, moi, je pense que journalisme d'investigation, il y a une part de pléonasme dans ce terme-là, c'est-à-dire qu'il y a certes du journalisme d'opinion, c'est-à-dire qu'effectivement notre travail, je pense, n'a pas, nous tous, grand-chose à voir avec des éditorialistes ou des gens qui font vraiment du journalisme d'opinion. En revanche, voilà, je pense que l'investigation, ça n'est pas seulement les affaires politico-financières très compliquées, les affaires d'État, etc. Je pense que, y compris quand on travaille au journal télévisé, on a toujours, je pense que en fait l'investigation et l'enquête, c'est un état d'esprit. Et je pense qu'un journaliste qui travaille pour un journal télévisé, même quand il va faire un encadré sur d'économie, par exemple, il y a toujours un chiffre qui n'a pas été bien mis en avant, un rapport qui est sorti à un moment où il y avait une autre actualité, donc qui n'a pas eu beaucoup de résonance. Il y a toujours une source, une personne à aller chercher, un témoignage un peu exclusif, un peu à contre-courant. Et je pense qu'on peut exercer cette investigation dans plusieurs types de supports différents et pas uniquement dans des grandes enquêtes politico-financières. Alors, je vais demander à celui qui manipule son téléphone de nous dire comment est-ce que toi, tu entends, comment tu perçois le dégagisme. Oui, est-ce que tu le perçois ? Parce que depuis longtemps, tu me dis, oula, vous avez du travail, il y a une grande pente à remonter, les gars, parce que votre cote tombe à mort. Alors déjà j'apporterai une différenciation entre, même si c'est un pléonasme, entre journalisme d'investigation et journalisme.
le journalisme d'investigation est relativement bien respecté grâce à Élise Lucet, qui est quand même une figure de l'investigation. Et ce côté un peu proche, cool, sympa, qui n'hésite pas à aller au contact, qui n'est pas imbu de sa personne. Donc ça, déjà... Pour aller au contact, elle va au contact. Oui, ouais, ça c'est vrai. Et donc, et puis il y a une autre défiance, c'est le journaliste qui délaye des informations de l'AFP ou qui fait des reportages un petit peu consanguins avec le pouvoir ou qui fricote avec le pouvoir et que ça commence à sortir avec les réseaux sociaux, les dîners d'influence où les journalistes se retrouvent sans trop être transparents, où il y a des lieux de pouvoir. Donc là, ça fait augmenter vraiment une défiance. Et il y a une violence envers le journalisme qui est réelle. Mais je ne dirais pas le journalisme d'investigation, je dirais que c'est la pointe de diamant pour récupérer la confiance. Et donc le gros souci, c'est comment faire de l'investigation sans avoir de la confiance du public, c'est-à-dire comment aller chercher des sources qui n'ont plus confiance, soit pour s'exposer, soit pour se faire ravager en tant que lanceur d'alerte. Donc ça va être très compliqué de faire de l'investigation si vous n'avez pas la confiance du peuple. Donc la première chose à faire, ce sera récupérer la confiance. Et puis oui, il y a une défiance, mais c'est un travail de longue haleine. Le peuple français n'est pas stupide. Il faut arrêter de les prendre par la main pour leur faire comprendre qu'ils ont toujours tort. Et ils ont un esprit critique, et il faut arrêter de leur marcher le travail. Il faut faire une charte de déontologie ou la respecter, la charte de Munich ou des choses comme ça, et ça reviendra tout seul. Nous, on a autant de succès parce qu'on est cash, on est brutal, on nous appelle les ours, on reçoit tout le monde, on discute avec tout le monde, on fait fact-checker tout le monde, on essaye à notre échelle d'avoir une communication directe avec nos communautés. Alors je voudrais demander à Paul, le monde numérique, Pierre, pardon, c'est un autre apôtre, mais nous avons tous le même Dieu. Oula. En matière d'information, les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important. Le monde numérique joue un rôle très important. Et autre élément à verser au débat, c'est la naissance d'un data journalisme qui est arrivé de manière extrêmement puissante et qui crée là aussi une forme de spécificité pour pouvoir l'exploiter, qui a créé de nouveaux comportements d'association entre des rédactions, entre plusieurs journalistes. Élise faisait allusion à ça. Nous travaillons avec Mediapart, avec plein de gens. Donc, tu constates ça depuis un certain temps, effectivement, ce changement de mœurs? Effectivement, comme l'ont souligné mes collègues, il y a un problème de confiance, il y a une crise de confiance vis-à-vis des médias, et le journalisme d'investigation est aussi une réponse à ça. Et le data journalisme, là-dedans, a une approche un petit peu différente. Nous, la manière dont on le fait à la ICIJ, c'est-à-dire qu'on crée des énormes bases de données qu'on va partager avec plein de journalistes en même temps pour coordonner une enquête, mais il se fait aussi à beaucoup plus petite échelle, quand un journaliste va utiliser des documents, des tableurs, etc., pour produire des articles. Il va s'appuyer sur des chiffres, il va s'appuyer sur des infographies. Et là encore, on arrive à faire mentir des chiffres, c'est possible, mais il est aussi beaucoup plus difficile de mentir quand on utilise des chiffres. Et cette réalité-là, elle a un impact extrêmement fort sur la perception du journalisme et du contenu des articles lorsqu'elle utilise des données. À la ICIJ, donc pour revenir sur ce journalisme collaboratif qui est extrêmement fort, qui est de plus en plus répandu. Il y a la ICIJ, mais il y a aussi d'autres réseaux qui se forment, et c'est très bien. Nous, on est très contents qu'il y ait d'autres réseaux qui se forment comme ça. On se rend compte qu'on arrive à donner un pouvoir assez nouveau aux journalistes en leur apprenant à partager. C'est quelque chose qu'ils ne savaient pas faire avant, comme Élise l'a souligné. On est capable aujourd'hui de dire à des journalistes, vous avez accès à cette base de données, très bien, c'est ce qu'on vous offre. Maintenant, on veut que vous puissiez travailler comme nous, c'est-à-dire partager. C'est un peu la philosophie de l'open source, des notions comme ça qui sont assez fortes, qui bien sûr, nous, on applique uniquement à nos réseaux de journalistes pour des raisons évidentes de confidentialité et de protection des sources. Mais l'ICIJ publie beaucoup de données, il y a d'autres organismes qui publient aussi beaucoup de données, et on se rend compte aussi qu'on arrive justement à créer de la valeur comme ça, qui n'aurait pas pu être créée avec une seule personne.
Je voudrais demander à Edoui, qui a été un représentant d'un journalisme d'investigation pas solitaire, tu as été en binôme longtemps, et puis avec ce que tu viens de dire, Pierre, c'est-à-dire ce partage, cette globalisation, tu as vu ce changement de nature de ce journalisme-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça le futur qui va se développer encore? Merci de la question aux dinosaures. Non, il marche, non? Oui, il marche. C'est pas qu'on a vu avec Mediapart. Je pense qu'on a essayé d'être le laboratoire qui permet à tout le monde de se dire c'est là qu'est la création de valeur pour notre métier, avoir des informations inédites, des informations qui créent la curiosité et, on l'a dit avant, reconquérir la confiance. Au fond, Mediapart s'est créé sur un ADN qui existait avant, ce travail, je vais y revenir, ce métier de l'investigation, ce combat contre, au fond, ce que moi j'ai appelé le journalisme de gouvernement, c'est-à-dire un journalisme qui cherche sa légitimité du côté des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques, et aussi contre un journalisme qui ne s'autorise que de son opinion. L'opinion n'est pas le propre du journalisme, elle appartient à tous les citoyens. Nous, notre métier, c'est d'apporter, y compris en pensant contre nous-mêmes, des informations d'intérêt public qui vont nous faire réfléchir, nous bousculer, alimenter le débat public, provoquer parfois des réformes. Je pense à tout le débat sur l'évasion et la fraude fiscale. Donc quand on a fait Mediapart, c'était au fond pour ancrer ce drapeau et l'ancrer au cœur de la modernité numérique. Alors, qu'est-ce que nous a fait découvrir la modernité numérique? Et ça, c'est très important pour moi. Premièrement, un instrument, et ça a été dit tout à l'heure avec notre ami hacker, c'est cette idée que nous sommes descendus de l'estrade. Nous ne sommes plus au-dessus de notre public. Alors, bien sûr qu'il y a des excès de la foule, parfois anonyme, des réseaux sociaux, mais si on essaye de tirer ce débat vers le haut, si on essaye de tirer ça, y compris par les modèles économiques, le modèle payant qui est le nôtre, par exemple, eh bien, on se retrouve avec un public qui nous prolonge, qui nous discute, qui nous complète, qui nous alerte, et c'est créateur de confiance. Le deuxième élément, pour moi, très important, et qui fait la légitimité de ce débat, c'est que d'une certaine manière, nous sommes dans un univers où il y a toutes sortes d'informations qui sont en accès libre. Des radios en continu, des télés en continu, des réseaux sociaux qui nous donnent aussi des informations, et ainsi de suite. Du coup, nous sommes sommés, nous, journalistes, de ne pas répéter. Nous nous adressons à un public qui sait déjà des choses. Et donc, le défi professionnel que nous avons chacun et chacune d'entre nous, c'est de trouver quelque chose en plus, par l'enquête, par le reportage, par l'analyse. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, l'enquête, ce n'est pas seulement les histoires exceptionnelles, c'est aussi bien des questions de société, des questions de santé, des questions de maltraitance, et ainsi de suite. Enfin, pour terminer, moi, je n'ai jamais conçu ce métier comme un métier solitaire, quitte à en avoir payé le prix parfois. Je pense au contraire que ce métier est un métier collectif. Je pense que certains dérivent parfois de ce qu'on appelle le journalisme d'investigation, ou certains itinéraires qui parfois s'égarent en étant partie de ce journalisme, eh bien c'est parce qu'ils ont fait de ce travail une aventure individuelle, où au fond ils deviennent les héros de leurs propres enquêtes. Je pense que le premier contrôleur dans notre métier, et c'est très important de se contrôler, de se vérifier, de recouper, c'est le collègue. Tu l'as rappelé, quand moi j'ai voulu que mes enquêtes au Monde soient des enquêtes co-signées, ça ne se faisait pas de co-signer. Un article était une propriété personnelle, c'était une signature personnelle. J'étais tout jeune, j'avais une trentaine d'années. Et j'aurais pu dire les infos sont à moi et je les garde pour moi. Eh bien non, je voulais qu'on affronte ça et j'ai fait peut-être parfois des tandems de trop, mais j'ai voulu absolument que ce soit fait comme ça. Et d'une certaine manière, ce qu'on essaye d'illustrer à Mediapart, dans un travail qui rejoint tout ce qui a été dit, nous avons souvent des partenariats avec Cache Investigation, avec Envoyé Spécial, nous avons aussi un consortium qui est l'European Investigative Consortium, avec d'autres médias internationaux, c'est les Football Leaks actuels, et donc c'est ce travail collectif. Je voudrais terminer par justement ce qui a été dit sur les Football Leaks. Là, on voit les potentialités du numérique. En clair, sur des clés USB, vous vous retrouvez avec une masse de documents. Avant, il aurait fallu des vies d'archivistes
pour les classer. Oui. Si c'était des documents papier. Là, du coup, il y a une alliance qui fait tomber les murs aussi avec les techniciens, avec l'informatique, qui font les logiciels pour arriver à travailler ces documents. Et du coup, il y a la possibilité d'exploiter, comme on cherche une aiguille dans une botte de foin, d'exploiter des documents qu'autrement on ne pourrait pas exploiter. C'est pour ça que j'insiste. Ça fait peur, ça, au pouvoir. Il y a la popularité, autrement, Mediapart n'aurait pas réussi. La popularité, elle est là, bien sûr qu'elle est là. Mais il y a aujourd'hui un début de contre-offensive, et vous voyez bien, loi sur les fausses nouvelles, conseil de presse, déontologie, responsabilité, et sans compter les insultes, y compris d'un président des États-Unis, d'un président du Brésil, d'un président de ceci, et il y en aura peut-être d'autres demain. Et dans la classe politique, les noms d'oiseaux qu'on a dû subir, nous, depuis 2 ans, je ne vais pas vous en faire l'énumération, mais elle est là. Et donc il y a une offensive parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'en effet, il y a une accélération démocratique. Le public l'a compris, mais eux aussi l'ont compris, et c'est pour ça que j'étais un peu solennel au tout début. Élise, ce partage, l'accélération démocratique. Alors, accélération, oui, parce qu'effectivement, le data journalisme devient quelque chose de très important. Moi, je vais essayer de faire très court. C'est une image. Quand on travaille avec LICIJ, vous avez des métadonnées qui sont distribuées. Si un seul journaliste voulait s'attaquer à ça, c'est impossible. Comme on est à 360 dessus, on y met 6 mois ou 7 mois, et on met les 367 cerveaux sur ces données. Ça échange énormément, ça discute beaucoup. Et ça, c'était quelque chose, je pense, que les politiques ou les multinationales n'envisageaient pas. C'est-à-dire qu'eux avaient des armées d'avocats, ils avaient des armées de conseillers, ils avaient des armées de tout ça, mais pour les journalistes, ils bossaient chacun dans leur coin. Première fois où sont sortis les Panama, là, j'avoue, je pense qu'il y a eu un effet de sidération. Ils se sont dit, merde, ils bossent ensemble. Merde, ils sont capables de tenir un secret. Et ça pendant 1 an. Donc il y a eu vraiment un effet de sidération. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à nous-mêmes parce que ce système-là devient un pouvoir. Et comme tout pouvoir, il est menacé. Donc un pouvoir journalistique, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on ait beaucoup de méfiance par rapport à ça. Il y a des gens qui vont essayer de rentrer dedans, qui vont essayer de rentrer dans le système. Et puis, il y a autre chose que je voulais dire qui me semble très intéressant, c'est-à-dire que par rapport à l'estrade sur laquelle on pouvait être monté, il y a aujourd'hui du data journalisme qui n'est pas fait par des journalistes, mais par des citoyens. Oui. Regardez Bellingcat, regardez ce que fait Bellingcat. C'est quand même vachement intéressant, à la fois sur la Malaysian Airlines, sur Skripal, sur ce qui s'est passé au Cameroun. Ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas journalistes. Le patron est un ancien blogueur que toi, tu dois peut-être connaître, je ne sais pas. Et il a réuni autour de lui tout un tas de citoyens qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler sur l'open source. Et ensuite, en travaillant sur cette open source, réunir des informations qui leur ont quand même permis de résoudre des énigmes journalistiques qui étaient énormes. Sur l'affaire Skripal, ils ont réussi, grâce à une caméra de vidéosurveillance, une photo, à retrouver les 2 types qui avaient assassiné Skripal, enfin qui l'avaient empoisonné. Sur le Cameroun, il y a une photo avec une maman qui se fait tuer avec son fils. Le pouvoir camerounais dit mais bien sûr ce sont les rebelles. Ils ont fait tout un travail de data uniquement là sur le mapping et ils ont regardé où était l'exact endroit où la dame avait été tuée avec son enfant exécuté devant les caméras de télévision. Ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait une caserne militaire à 100 mètres et qu'ils n'avaient pas été tués par des rebelles mais par des militaires. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens qui travaillent sur les datas et ils nous apportent autre chose. Et peut-être va-t-il falloir que nous ouvrions notre propre profession à des gens qui nous apportent des informations, ce que nous, on fait déjà régulièrement, parce que l'information ne nous appartient pas. L'information appartient à tout le monde et chaque citoyen peut aller à la recherche de l'information. Chaque citoyen peut nous apporter une information. À nous ensuite, évidemment, de travailler en toute rigueur, de voir comment on peut collaborer avec ces gens. Mais en tout cas, pour moi, Bellingcat est quelque chose d'intéressant à regarder dans ce qui se passe dans ce mouvement citoyen sur le travail de data journalisme. Pierre ? C'est un petit peu dans la continuité de ce que disent Edoui et Élise. Donc, il y a effectivement un potentiel à casser les murs comme ça, à ouvrir les matériaux journalistiques à d'autres personnes que des journalistes. Ça peut être effectivement des citoyens, mais au sein des rédactions, ça peut être aussi des développeurs, des analystes, tout un tas de compétences comme ça qui avant ont travaillé un petit peu dans l'ombre, qui le font toujours, il faut le dire, et qui peuvent un petit peu venir se greffer aujourd'hui aux rédactions. Et alors moi, c'est un boulot que je fais quand même depuis quelques années, ça fait 9 ans que
que je suis développeur dans des rédactions. J'ai commencé dans une rédaction qui s'appelait OVNI. À l'époque, on était un petit peu les pionniers du data journalisme. Et à l'époque, on était les tout premiers comme ça à casser le mur entre la technologie, le design et le journalisme. Sauf qu'aujourd'hui, 9 ans plus tard, y a des murs qui se sont reconstruits. Cette idée un petit peu qui à l'époque avait eu beaucoup de succès dans les rédacs, elle n'a pas tant germé que ça. Et moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y a encore beaucoup à faire, puisqu'on est ici pour parler du futur. De il y a quel encore mur tu parles? Des murs entre tout simplement les développeurs et les journalistes. Je pourrais poser la question à tout le monde ici. Qui ici travaille dans la même pièce qu'un développeur? Je suis à peu près sûr que les développeurs dans vos rédactions ne sont même pas au même étage. Ou alors dans une petite pièce sombre quelque part. Donc ça, c'est un problème. À France Info, ils se côtoient. Heureusement, cette idée a fait son chemin. Il y a de plus en plus de développeurs dans les rédactions. J'en suis la preuve vivante. Mais voilà, c'est une idée qui reste quand même assez discrète et qui pourrait gagner à être développée. Jacques, cet aspect de contribution via les personnes, ça veut dire aussi un souci que nous avons tous, qui est la protection des sources. Parce que derrière, souvent, ces énormes stocks de data, il y a des clés USB, il y a des personnes qui prennent des risques et qui parfois ont leur vie totalement chamboulée. Ce souci de la protection des sources, c'est bien sûr un souci qui est également le tien du côté de Radio France. Oui, surtout qu'à la radio, on a un peu aussi le même problème que la télé. Alors en télé, il y a une manière de protéger les personnes qui est de les faire apparaître en noir ou de les flouter. Nous, on a trouvé un autre système qui consiste à prendre les propos des gens qu'on juge crédibles, légitimes et qui ont une position qui leur permet de s'exprimer, en tout cas qui nous semble, nous, justifier qu'on puisse les entendre, et on fait lire leurs propos par d'autres. Ce qui permet de... On fait ça en télé aussi maintenant. Oui, de plus en plus, il y a des témoignages reconstruits, des reconstructions, ce qui permet d'avoir quelque chose de... Je dis que ce qui nous inquiète, nous aussi, c'est qu'il commence à y avoir des logiciels de défloutage. Et donc ça, pour le coup, même si nous, on utilise un maximum de précautions pour protéger nos sources, on sait que ces logiciels existent, on sait qu'ils ne sont pas utilisés encore par le grand public, mais on sait qu'à certains niveaux, ils peuvent être utilisés. Donc, du coup, on utilise un peu la même chose que vous, c'est-à-dire qu'on fait rejouer, entre guillemets, une scène mot à mot pour respecter le témoignage, mais pour protéger la source. Parce qu'en fait, c'est la seule vraie possibilité pour protéger une source. Alors, ça nous l'a été reproché, puisqu'on a un rendez-vous, nous, tous les mois, on fait venir la médiatrice de Radio France, justement, pour répondre aux questions légitimes que les gens peuvent se poser, y compris les critiques les plus acerbes. Et parmi les critiques qu'on a eues récemment, c'était ça, c'était le procès en collaboration dans un pays qui a été marqué par les dénonciations anonymes. Finalement, vous, journalistes d'investigation, vous fonctionnez exactement de la même manière. Et moi, ce que j'ai opposé à ça, ça n'a strictement rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que oui, vous, public, vous ne savez pas qui parle, mais nous, journalistes, on n'a pas une lettre anonyme avec rien derrière. On a trouvé la personne, on l'a identifiée, on lui a parlé, parfois plusieurs fois, on sait qui elle a une fonction, et d'ailleurs, on vous donne sa fonction. Simplement, c'est vrai que dans un monde où ces dernières années, on a vu que nombre de lanceurs d'alerte ont été détruits par les informations qu'ils ont rendues publiques, on fait attention à ne pas les détruire, donc on les protège, ce qui est quand même la moindre des choses. Juste un mot peut-être sur les thématiques aussi, parce qu'on parlait de l'organisation, du travail sur les datas. C'est vrai que maintenant, on est aussi dans les cabinets des juges ou auprès des avocats, mais on travaille beaucoup avec des sources qui sont effectivement des sources numériques, mais c'est parce que le monde a changé et qu'on s'est adapté au nouveau monde, et on s'y est adapté aussi sur les thématiques qu'on traite. Si on regarde ces dernières années, c'est vrai qu'Edoui a connu ça, le Graal en matière de journalisme d'investigation, c'était l'affaire politique. L'affaire Greenpeace, c'était extraordinaire en 85. Aujourd'hui, le monde ayant changé, depuis 2008, c'est vrai que l'évasion fiscale est devenue une thématique majeure, les questions économiques, financières sont devenues une thématique majeure. Enfin, je veux dire, tout ça c'est équilibré. Et aujourd'hui, on a une troisième thématique qui vient se surajouter, qui est la thématique environnementale. Tout ce qui tourne autour des pesticides, de la pollution, des multinationales, de l'extraction des ressources fossiles, etc. Et donc, moi je pense que ce nouveau monde a aussi élargi le champ des possibles en matière d'investigation. Un mot, Élise, tu voulais dire ? La sécurité, à toi qui ne dis pas ton nom, c'est ton obsession? Oui, c'est mon obsession, ou c'était, ou ça l'est toujours. Mais le data journalisme, ça ouvre énormément, ça ouvre le champ des possibles, c'est vachement bien, vous avez accès à tout un tas de choses, mais vous avez surtout accès à vous faire poutrer. Poutrer, ça veut dire vous faire ouvrir d'une façon beaucoup plus facile pour avoir accès à ce qui se passe chez Cache Investigation ou des choses comme ça, ou quelles enquêtes ils sont en train de faire, ou quelles choses. Donc, ce qui se passe à Mediapart.
ou ce qui se passe à Mediapart. Moi, j'aurais juste un conseil à vous donner, c'est qu'il faut faire un mix entre les nouvelles technologies, mais aussi faire du downgrade technologique, comme font les terroristes. C'est-à-dire, ils mixent un message sur 3 personnes, et ils envoient les 3 personnes. Ça permet de ne pas pouvoir déchiffrer le message s'ils se font attraper. Donc faire un mix papier-crayon, un peu comme fait le nouveau KGB, ils ont sorti les machines à écrire. Sur l'ICIG, on se targue toujours qu'ils étaient super safe avec un terminal hors connexion, ainsi de suite. Bon, ils se sont fait ouvrir par des services de renseignement des pays de l'Est. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un journaliste qui bossait pour les services de renseignement et qui a tenu au courant le service de renseignement en question, on va dire jour après jour. On va fact-checker tout ça. Avec plaisir, je veux bien savoir quel journaliste a fait ça. Ça, je pense que des articles sur cette information. Il y aura une suite après le débat. Donc, je dirais, méfiez-vous de ne pas vous faire ouvrir par les services de renseignement en faisant du social engineering. Méfiez-vous de tout ça et collaborez avec des gens qui ont les mains dans le cambouis, qui ont décidé d'aider l'intérêt général. Et tout se passera bien. Après, pour le coup, hein, on le fait régulièrement. Enfin, je sais que l'année dernière, on a fait pour Envoyé spécial une enquête sur ce qu'on appelle les compromats. C'est une technique utilisée par les services les services secrets russes, pardon. Et on a bossé avec l'association Nothing to Hide, peut-être que tu les connais. Bon, bah voilà, ils nous ont justement. Et quand je suis parti en Russie, 15 jours, je suis parti avec 2 ordinateurs, un ordinateur un peu leur ouvert, un autre ordinateur avec. Enfin, je ne vais pas détailler toutes les techniques au cas où il y a des agents du FSB cachés dans cette salle de conférence. Mais voilà, on avait un système qui permettait de savoir, d'être prévenu par SMS et d'avoir la photo de la personne si jamais il y avait une clé USB qui était branchée sur mon ordinateur. Enfin, pour le coup, je sais qu'à Cache Investigation, vous faites très attention aussi. On copie. Tous nos rushs sont copiés sur disque dur, on a des fausses cartes, etc. Enfin, on essaye quand même de faire relativement attention quand on est sur des sujets sensibles. Vous chiffrez? On chiffre quelques conversations, ouais. On chiffre pas les rushs. On chiffre pas. Globalement, on chiffre pas. Après, moi, pour répondre aussi à ce que tu dis, très régulièrement, quand on sait qu'on a de l'ultra sensible dans les mains, on fait un truc tout simple. On se met dans une pièce, il n'y a pas un téléphone, il n'y a pas un ordi, puis on se parle. Et puis on note rien. Parce qu'un cerveau, c'est pas mal, mais c'est difficile à pirater. Et lui, je voulais dire, les Russes sont médiocres, mais les secrets sont bien gardés. Et je voulais dire à notre ami là qu'il y a des vieilles traditions. Par exemple, moi, j'ai toujours dit aux équipes avec qui je travaillais, même avant la révolution numérique, que quand on a des sources très importantes, on leur donne des surnoms. On leur invente un nom, tout simplement pour ne jamais être pris par mégarde dans une conversation, dans une discussion entre collègues où on cite le nom de la personne. Au fait, machin m'a dit. Ça a l'air bêta, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est très simple. Hein. Pour protéger une source, il faut en effet éviter toute traçabilité. Donc quand il y a une source importante, eh bien, elle doit disparaître de toute traçabilité. Ça veut dire qu'en effet, des discussions doivent se passer dans des lieux qui ne sont pas écoutables. Ça veut dire que ça ne doit pas s'écrire, ça doit dire que ça ne doit pas se mentionner. Hein. Il faut, la modernité technologique n'est pas un bien en soi. Et c'est le combat qui est devant nous. Attention, si on parle du futur. Oui. Elle est aussi un lieu qui peut se retourner contre nous. Ça peut être l'âge des foules dévorant la démocratie. Donc la bataille dans laquelle nous sommes en plein dedans. Hein, c'est comment tirer ça vers le haut, comment faire que le n'importe qui, et c'est une bonne nouvelle, chacun peut s'exprimer de la démocratie, ne donne pas du n'importe quoi. Et donc, en clair, ce que je veux dire, c'est que la technologie, ce sont ces usages sociaux qui vont dire ce qu'il en est. Et de ce point de vue, c'est pour ça que j'insiste, il y a une bataille à mener à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale sur l'écosystème des médias, sur ce qui permet qu'ils soient plus vertueux, sur la question de l'indépendance des médias. Et de ce point de vue, je voudrais saluer, parce que par rapport à ce que j'ai connu, il y aura bientôt un demi-siècle, donc ce que j'ai connu au début, ce qui se passe aujourd'hui aussi bien avec les émissions du service public télévisuel que l'équipe d'investigation au sein de la radio publique, c'est quelque chose de fort, de nouveau. C'est-à-dire, c'est cette idée de dire on est indépendant.
On est indépendant, y compris au cœur d'institutions. Oui. Au moment de l'affaire Greenpeace, puisqu'elle a été citée plusieurs fois, je me suis retrouvé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu, donc ça ne m'a pas épuisé, mais pendant 3 jours, j'ai eu droit à un scoop de la radio publique, qui était en fait un journaliste qui était l'agent de la DGSE locale, qui a expliqué pendant 3 jours que c'était un coup des Anglais. Quand il y a eu des émissions anniversaires, cet enregistrement est introuvable à Radio France. Mais il y a eu 3 jours, un type, après, il s'appelait Gilles Picard, hein, je peux dire son nom, il a fait d'ailleurs un polar après à clé pour dire que la vraie version était évidemment celle qu'on a révélée. Donc il a été chargé de faire l'intox, et c'était scoop du service public, etc. Voilà. Alors aujourd'hui, ça arrive aussi, hein. Rappelez-vous le journal du dimanche et l'affaire Cahuzac, Cahuzac blanchi par les Suisses. Bon, voilà. Donc cette bataille pour l'indépendance, elle est essentielle et elle est collective. Et ce que incarne au fond cet événement, c'est au fond cette idée que nous la menons tous ensemble. Alors, 2 mots juste pour vas-y. dire que c'est étonnant parce qu'en fait, je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand on parlait du service public, on pensait que le service public était vieillot. oui. Et on nous collait cette image-là. Bah là, vous avez quand même et Radio France et France Télévisions qui offrent, je pense, les seules vraies émissions d'investigation existant en radio et en télé. Et paradoxalement, ce qui était, entre guillemets, notre handicap est devenu vraiment une force. Nous avons ici, à France Télévisions, j'imagine que c'est la même chose à Radio France, des patrons qui nous disent clairement, vous êtes en train de faire un journalisme qu'on ne peut pas voir dans les chaînes privées. Donc c'est un atout. C'est un vrai atout. Et les discussions, répétez-moi, que j'ai eues avec Rémi Flimelin et Delphine Ernotte aujourd'hui, elles sont fortes parce qu'en face, il y a des gens qui retirent des écrans de pub. C'est de l'argent pour France Télévisions. Et nous avons des patrons qui résistent, et ils font mieux que résister, ils poussent. Donc il faut le dire, à un moment, il faut dire que c'est bizarre que ces maisons qu'on considérait un peu comme de l'info du gouvernement, la parole d'État, la voix de la est France. devenue complètement à l'inverse. Le symbole d'une liberté par rapport au pouvoir économique, puisque tu l'as dit, une des larges parts de l'investigation aujourd'hui, c'est l'économie. Et ben, du coup, comme nous, on est beaucoup plus libre par rapport à nos annonceurs, on peut faire des choses qui ne se font pas ailleurs. Et Élise, est-ce que je peux jouer mon rôle d'emmerdeur de watchdog avec de l'ancienneté, c'est de dire, justement, cet événement est organisé par le service public avec un quotidien. Ce quotidien, Les Échos, est propriétaire du premier annonceur, 4e fortune mondiale, premier groupe de luxe. Et donc la bataille dont nous parlons est aussi à mener face aux propriétaires des Échos, du Parisien, de Radio Classique. Il s'appelle Bernard Arnault. Merci Edoui. Juste avant de donner la parole à Jacques, qui en a le souffle coupé. Non, pas du tout. Non, je rigole. Pierre, cette sécurité... Oui. C'est un souci qui est capital, qui est très important, j'imagine. Oui, c'est vrai toi que... qui es développeur en plus. On peut effectivement se réjouir du potentiel et des opportunités qu'on peut avoir quand on travaille avec autant de documents et autant de technologies, mais effectivement, c'est 36 millions qu'on a pu accumuler à l'ICIJ, que d'autres organisations ont pu accumuler de documents. Ce sont 36 millions de raisons de risques potentiels pour nos sources. Et cette responsabilité, aujourd'hui, elle tombe dans les mains, nous de la ICIJ évidemment, et puis aussi des journalistes qui travaillent avec nous. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau, qui change complètement notre manière de travailler. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important aujourd'hui pour les journalistes d'avoir des rudiments en sécurité, et puis de savoir aussi faire la différence entre un sujet où ils vont pouvoir compromettre des sources et un autre qui est tout à fait inoffensif. Et là encore, c'est une discussion assez longue qu'on peut avoir avec les rédactions, qui s'installe progressivement et qui demande énormément d'investissement, que ce soit personnel ou financier. Et là, du coup, je poursuis un petit peu ce que vient de dire Élise. L'investigation, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Et c'est aussi, ça fait partie un peu de la définition de l'investigation. Alors, oui, il peut y avoir des journalistes qui, dans leur coin, travaillent pendant des mois sur un sujet, qui ne vont rien partager avec personne, et ils ont peut-être de très bonnes raisons de le faire. Mais il y a aussi une forme d'investigation, et c'est celle qu'on voit de plus en plus, qui coûte très cher, puisqu'elle nécessite des structures technologiques qui ont un coût. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la ICIJ, nous, on a à peu près 15 000 $ de factures de serveurs tous les mois.
C'est quasiment notre employé le plus cher, hein, les serveurs. Et puis évidemment, chaque enquête coûte extrêmement cher à l'ICIJ et aux médias qui participent. Alors, juste avant de revenir sur Edoui qui dit non, ça coûte pas cher, Jacques. Non. T'as pas touché de l'argent de Havas, toi, quand t'as monté Mediapart? Non. Ah ouais? Ouh, ça balance. Où est-ce que tu as trouvé ça? On en parlera après. Non, juste dire que... Ça va Sérieux. Non, il me semblait que vos sources, c'est quoi? t'étais allé pas toi personnellement, mais que vous aviez démarché Stéphane Fuchs. Mais c'est pas grave. Non, il y a une société des amis où des personnes ont mis parfois 5 000 €, mais ça, c'est leur choix personnel. Aucune société. Voilà. Et c'est une société des amis en toute indépendance. Et bon. Voilà. Non, mais tu n'es pas l'avocat des Échos. Oui, quand même. non, mais cela dit, peu importe, parce que le problème n'est pas avec qui on travaille, le problème est de garantir et d'assurer sa propre indépendance. Oui. Moi, effectivement, je peux confirmer aussi qu'il n'y a aucun des PDG avec qui j'ai travaillé qui n'est jamais intervenu à aucun moment dans notre éditorial, à aucun moment. Et au contraire, qui nous a soutenus dans des moments difficiles. Donc, jusqu'à maintenant, je veux dire, rien à dire, quoi. Mais non, ce que je voulais juste ajouter, c'est que, au-delà de la protection des sources, ce type de fonctionnement collaboratif, puisqu'on travaille aussi avec ICIJ, ça protège aussi les journalistes. Parce que quand vous sortez une enquête dans 30, 50, 90 pays en même temps, et où vous avez une force de frappe, où vous sortez en même temps que le Guardian, le The Deutsche Zeitung, le New York Times, ou je ne sais pas qui, forcément... en face, la multinationale à laquelle on s'attaque, elle réfléchit à 2 fois. Parce que pourquoi attaquer dans un pays et pas dans l'autre? Il faudra pouvoir le justifier. Et là, on a des moyens en commun qui nous permettent effectivement de nous défendre. Alors que de plus en plus, enfin je pense que c'est la même chose à la télé, mais on le voit nous, de plus en plus, on a des mises en demeure avant diffusion. Donc attention, vous allez diffamer machin un truc, on vous demande de retirer ou de lire un communiqué, un machin un truc. Et après coup, des menaces de procès. Enfin je veux dire, c'est quasi permanent. Donc le fait effectivement de se soutenir les uns les autres, d'avoir même potentiellement des services juridiques qui peuvent travailler ensemble, ça aide. Un mot ? Oui, un mot de Forbidden Stories, qui est le projet de Laurent Richard. Tu parlais des journalistes qui sont en danger, pardonnez-nous, mais on est un peu au chaud, nous, donc ça va. Il y a des gens qui risquent leur vie pour de vrai, qui meurent même. D'autres qui sont en prison. Laurent a monté donc cette plateforme qui est vraiment assez formidable, puisque la plateforme reprend les enquêtes des journalistes qui ont été tués ou qui sont emprisonnés. Et là encore, il y a du journalisme collaboratif, c'est-à-dire qu'on a été sur l'affaire de notre consoeur qui a été tuée à Malte. Et on était 50 réunis, on a repris l'enquête, on a montré pourquoi elle avait été assassinée, l'enquête continue sur les enquêtes qu'elle faisait à l'époque. Donc je pense que c'est très important d'être aussi conscient que peut-être nous prenons des risques, mais ils sont quand même minimes, ce sont des risques judiciaires, il y a de l'intimidation judiciaire, c'est clair, mais ce n'est pas les risques que prennent nos confrères dans des pays où ils sont tués ou emprisonnés, et que c'est formidable de voir ce que Laurent a mené pour reprendre ces enquêtes-là. Donc coup de chapeau à notre confrère. Grand coup de chapeau. Tu voulais dire un mot et puis après on fera 1 ou 2 questions si vous voulez. Un petit coup de pub. Vas-y, ça marche. Pour disclose.ngo. Voilà, c'est tout. Vas-y. Disclose.ngo, allez voir ça. Voilà, ça c'est tout. En gros, raconte peut-être ce que c'est, non? Disclose, en fait, c'est une nouvelle plateforme qui vient d'être lancée. C'est voilà, ils veulent en gros faire financer les enquêtes par des mécènes et en gros par le public. Voilà, c'est ce qui a été fait aux États-Unis, en Allemagne, dans plusieurs pays. Ça a bien fonctionné. Et voilà, le but, c'est des enquêtes qui pourraient passer sur plusieurs médias, dont Radio France, je crois. On est partenaire, oui. Voilà. Merci Tristan. 1 ou 2 questions? Oui. Oui. Et après, tu nous diras pourquoi ça coûte pas cher, lui, peut-être. Oui. Allez-y. Vous avez dit au début de la présentation, notamment Jacques Monin, sur la partie, le fait que l'investigation, ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi, bien évidemment, parce que voilà. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a les fake news. Et les fake news, c'est l'immédiateté, la rapidité, la difficulté à vérifier, etc., etc. Donc on est vraiment dans 2 formes opposées, mais on voit une montée en puissance énorme par rapport à ça. Est-ce que voilà, il y a une espèce d'aporie entre les deux? Comment vous faites, comment vous pensez pour le futur pouvoir répondre à cette problématique de fake news, sachant que l'investigation, ça prend du temps, et que la fake news, c'est de l'immédiateté? Qui souhaite répondre brièvement à cette question? Vas-y, Edoui.
Moi, je dirais, éducation du public. Donc, plus on propose de médias qui permettent de réfléchir et de se faire sa propre opinion, mais pour le coup étayée, avec des vraies enquêtes et des choses confidentielles qui n'avaient pas à être révélées qui le sont, plus le public devient éduqué, plus il se détourne des fake news. Donc, j'ai envie de dire que mieux on fait notre travail, moins le regard va être happé par ça. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis idéaliste. Vous avez raison sur, entre guillemets, la course à la rapidité, mais moi, j'ai l'impression que c'est une vieille histoire. C'est l'histoire de la naissance de BFM, de tout ça. Les gens voulaient de l'immédiateté tout de suite, maintenant tout de suite. Aujourd'hui, peut-être que j'ai tort. Ouais, j'ai le sentiment que beaucoup de publics se retournent vers des médias plus lents et qu'ils ont juste, ils en ont marre en fait. Ils en ont marre du tout info, du fil, du ci, du là, où ils le prennent peut-être moins au sérieux. Ils sont beaucoup plus dans la volonté de retrouver des médias lents qui prennent leur temps et qui sont des gages de référence. Et puis moi, je voulais juste dire que oui, l'investigation, ça coûte cher, mais ça rapporte gros. Ça rapporte pas d'argent, mais ça rapporte de la confiance. Et ça, c'est un truc qui, pour un média aujourd'hui, c'est de l'or en barre. Après, il faut une solidité financière importante. Moi, typiquement, heureusement que je suis à France 2. Je suis en procès contre Vincent Bolloré depuis quelques temps maintenant. Je crois qu'on a un procès bientôt. On en est à plus de 50 000 euros de frais d'avocat, alors qu'on a gagné pour l'instant nos 2 procès. C'est-à-dire que même si on gagne, on perd. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on est attaqué systématiquement, pas uniquement pour diffamation, mais aussi au tribunal de commerce. On nous fait des référés. Il y a Challenge qui a été condamné à retirer un article qui est sur Conforama, etc. On est dans une période qui est quand même compliquée et on attaque les journalistes, pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais aussi judiciairement. Et c'est vrai que d'être dans une structure qui a la solidité financière de pouvoir assurer éventuellement des poursuites judiciaires, même si à la fin elles seront gagnées par l'organe de presse, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Edoui, tu voulais dire un mot ? Réponse de temps. Pourquoi je réagissais sur ça demande du temps, de l'argent ? J'entends ça depuis le début, depuis longtemps. Et je pense que c'est d'abord un état d'esprit, c'est une culture commune professionnelle. Et après, on se donne les moyens collectivement de le faire. Mais on fait quand même un journal tous les jours. Nous, on fait 3 éditions par jour. Il n'y a pas la moitié de la rédaction qui travaille sur un objectif à 6 mois. C'est un travail collectif. Et sur la question matérielle, financière, et c'est pour ça que je faisais ma provocation tout à l'heure, c'est la question de l'indépendance économique. Je salue les amis du service public qui vivent de notre redevance, de notre impôt et qui se battent pour ce droit de savoir au cœur du service public grâce à cette possibilité d'indépendance que donne l'impôt. Dans les médias qui sont la propriété de capitalistes dont les intérêts ne sont pas l'information, on vient d'en mentionner un, M. Bolloré, il a réussi à normaliser Canal+, et qui a une grande influence, par exemple, dans un continent qui est l'Afrique, où sont ses propres intérêts, c'est une bataille. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais journaux et des mauvais journalistes qui y travaillent, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est ce que le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, appelait la presse d'industrie. Ils vous laisseront faire de très bons journaux, de très bons médias, tant que vous ne toucherez pas à leurs intérêts, tant que vous ne parlerez pas de ce qui les concerne. Et donc cette question de l'indépendance économique, et qui est très particulière en France, car nous n'avons pas de groupe de médias indépendants important, puissant, est très essentielle. La meilleure garantie de l'indépendance de Mediapart, c'est sa rentabilité. C'est bientôt 11 ans, 8 années de profitabilité, une trésorerie avec 9 millions d'euros, aucun endettement et une indépendance qui est garantie. Deuxièmement, sur les fake news, je voudrais alerter, notre ennemi n'est pas une fausse nouvelle qui aurait l'air de dire que c'est une nouvelle. Notre ennemi est le cheval de Troie qui aujourd'hui nous menace dans le blablabla des talk-shows, dans le blablabla des réseaux sociaux. C'est paradoxalement ce qui nous appartient à tous, l'opinion, la liberté de dire. Il n'y a pas en démocratie de vrai débat d'opinion s'il n'y a pas au cœur du débat d'opinion un rapport à la vérité de fait, aux informations. Si c'est mon opinion contre la tienne, et ainsi de suite, sur le présent, sur le passé, il n'y a plus de monde commun. C'est très rapidement mon préjugé contre le tien, ce qui donne... Je prends juste un exemple qui n'est pas l'investigation, le fait qu'un histrion d'opinion qui pense que M. Pétain a été le meilleur protecteur des Juifs puisse être écouté comme un historien compétent sur la période de l'occupation où les faits sont là. Attention à ça. Attention à ce règne de l'opinion qui peut détruire le rapport de raison factuel. Nous avons tous nos convictions.
Mais d'abord, il faut s'accorder sur un rapport au réel, au présent, lequel est encombré de passé. C'est ça notre responsabilité. À l'ère du numérique, avant on parlait liberté de la presse, liberté de l'information. Je préfère dire aujourd'hui droit de savoir, qui en effet ne concerne pas que les professionnels. On a cité des collectifs de journalistes, hein. On vient de parler de Disclose, mais il y a aussi WeReport, il y en a plein d'autres. Et puis on a parlé de technologie et de ceux qui font, je voudrais citer juste Forensic Architecture. Ce sont des architectes au départ. Forensic, c'est le mot anglais pour les constatations d'investigation quand on fait du médico-légal, hein, une autopsie, etc. Avec les armes du numérique, ils arrivent à faire des révélations formidables sur des crimes de guerre, sur ce qui arrive à des migrants. C'est un truc qui est basé à Londres, avec lequel nous avons fait des choses. Donc aujourd'hui, il y a une bataille commune des citoyens, journalistes professionnels et non professionnels, autour de ce droit de savoir. Mais je le redis, nous avons au plus près de nous un adversaire qui est ce règne des opinions. Et c'est vraiment la mise en garde actuelle. Au fond, ceux qui attaquent notre métier dans le monde politique, dans le monde économique, ça ne les dérange pas, le règne des opinions. Et de ce point de vue, ce qui est arrivé à ce confrère saoudien, ce n'est pas un opposant politique. Il n'est pas dans le règne des opinions. Simplement, c'était quelqu'un qui, tout d'un coup, réfléchissait, apportait des informations. Il a été vu comme le plus dangereux. Il a été découpé en morceaux. Vous connaissez la suite, l'histoire de Khashoggi. Et donc, il y a un enjeu. C'est vraiment là qui nous concerne tous. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est les faits, rétablir la vérité des faits. Tu appelles ça la valeur de l'info, versus l'opinion, éducation, journalisme. C'est ça l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Non, je voulais juste dire que là, on est dans quelque chose qui nous dépasse. Nous, journalistes, on pourra produire la meilleure investigation possible. C'est pas pour ça que la génération montante ne sera pas réceptive aux fake news. Parce que la société a évolué, parce que la société s'est éclatée, parce que l'éducation est en lambeaux aujourd'hui. Enfin, et le rendez-vous raté, le grand rendez-vous raté, c'est celui de cette fameuse loi sur les fake news. C'est là qu'il fallait agir. C'est dans les écoles qu'il faut agir. C'est auprès des gamins, c'est auprès des ados. C'est ce qui est fait à France Inter avec Interclasse, où pendant un an, il y a des collégiens qui viennent, qui voient quelle est la fabrique de l'info, qui arrivent en disant vous êtes des bouffons, c'est n'importe quoi, et de toute façon, vous racontez ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous demande de dire, et qui, quand ils quittent l'expérience, se disent putain, on n'avait rien compris, et ont une vision tout à fait différente de ce qu'est la production d'une information. Voilà, et à côté de ça, on nous pond une loi qui va encadrer les fake news, et encore dans un contexte extrêmement précis, en période préélectorale, enfin, ça n'a aucun sens. Mais c'est là qu'il faut agir, et ça nous dépasse, nous, largement. Moi, je dirais aussi que la réponse, elle est là. Parce qu'ils parlent, eux, à des jeunes, Thinkerview, mais d'autres, là où j'étais... avec Digitaire, des gens comme ça. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui commencent à faire des journaux sur YouTube où ça réfléchit beaucoup, où ça fouille l'information. Et ces gens-là vont parler à la génération justement qui va être tentée par les fake news. Donc il y a la relève, quoi. Nous, on existe, mais eux, ils existent. Donc je pense qu'il faut que tu parles quand même de ça. Nous on a vu qu'il y avait cette perte de confiance dans les journalistes. Et on a vu que les médias, les talk-shows, c'était de la pollution pour nos cerveaux. Donc on a décidé vraiment de faire une chaîne où on prenait le temps de discuter avec les gens et on faisait fact-checker ensuite par notre communauté, ce qui nous a permis en fait d'avoir de la crédibilité en termes de communication, d'échange et d'organisation de ces mises en valeur de ces opinions. Après, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est faites une stratégie. Concertez-vous. Alors c'est bien de faire des écoles, d'aller dans les écoles, d'aller voir les petits, de les former. Ça vaut pour 3 collèges. Ça vaut. Il faut faire vraiment, mais il faut essayer que ce soit pas raté parce que sinon on est dans la merde. Hein. Mais dans une merde très profonde. Hein. Donc il faut faire une stratégie, collaborer, essayer de prendre aussi la population et la population d'Internet, pas en ennemi. Mais aussi en amis, et on peut collaborer, et on peut échanger, mais il faut faire une stratégie, et même une vraie point d'appui. Et même en point d'appui pour ta rédaction. Pierre, tu voulais dire un mot peut-être là-dessus, sur ces retrouvailles?
Alors, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour parler de ça, mais il y a effectivement une réponse que les journalistes doivent apporter, qui est de s'adresser à une nouvelle audience. Et un média qui a très, très bien fait ça et auquel je pense souvent quand on me parle de s'adresser à une nouvelle audience, c'est Le Monde sur Snapchat. Vous avez probablement vu donc les contenus que produisent Le Monde sur Snapchat aujourd'hui, qui s'adressent à un public beaucoup plus jeune et qui arrivent à les faire s'intéresser à l'information. Et alors, évidemment, c'est un produit qui aujourd'hui s'inscrit dans la stratégie du Monde et qui est là pour durer, parce que justement, ils se sont rendus compte qu'ils touchaient une nouvelle audience. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des gens qui vont acheter Le Monde, mais peut-être que quand ils vont grandir, quand ils vont quitter Snapchat, ils vont peut-être se tourner vers des médias comme Le Monde, ou en tout cas, auxquels ils seront habitués. Bon. On peut aussi penser que un média, et ça, nous, on essaie vraiment d'y réfléchir à France Télévisions, un média peut avoir 5, 6, 7 déclinaisons. Absolument. Donc, de toute façon, aujourd'hui, un média linéaire n'existe pas, ça n'existe plus. Et nous, on voit, c'est un effort d'adaptation énorme à France Télé, mais c'est obligatoire. On doit être sur 5 ou 6 médias différents. À la cellule investigation, il y a un pôle numérique aussi à côté qui s'est développé. C'est-à-dire que toutes les enquêtes radiophoniques sont déclinées en articles web, sont déclinées en vidéo. On a un compte Twitter. Enfin, je veux dire, tout cet embryon de stratégie, en tout cas, on le développe. Et on a compris qu'effectivement, c'est en allant chercher des publics ailleurs qu'on fera passer nos messages et qu'on élargira nos audiences. Absolument. La transformation va de l'avant. C'était épatant. J'espère que vous avez été un peu épatés. Merci beaucoup. À vous. Merci.